Clichy-sous-Bois se souvient. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Zied Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, meurent électrocutés dans un transformateur EDF. Soupçonnés avec d'autres d'un cambriolage qui n'a pas eu lieu en réalité, ils s'y étaient réfugiés pour fuir la police. Mort. Mort pour rien. Mort pour rien il y a 20 ans, jour pour jour, dans des circonstances effroyables. Ils revenaient d'un match de foot, comme tant d'autres jeunes pendant les vacances scolaires. Suite à leur mort, le soir même, des violences secouent la ville. Elles vont faire tache d'huile. Paris, Nantes, Toulouse, Lyon, Lille, Marseille, toute la France est touchée. Les émeutes vont durer 3 semaines. L'état d'urgence est décrété. Ces événements témoignent d'un malaise profond. Je veux dire, aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu'ils sont tous les filles et les fils de la République. Sous les projecteurs pendant des semaines, Clichy-sous-Bois devient le symbole du mal-être des quartiers populaires. La banlieue s'impose dans le débat public. En 2017, Jean-Louis Borloo est chargé de plancher sur un nouveau plan banlieue. Plus d'une dizaine se sont succédés depuis 40 ans. Pas de quoi empêcher les flambées de violence. À l'été 2023, la mort de Naël Merzouk, tuée par la police à Nanterre après un refus d'obtempérer, a elle aussi replongé la France dans un cycle de violence inédite. J'ai peur pour mes 4 garçons. J'aimerais bien que ça s'arrête et que ça n'arrive plus. Alors, 2 décennies après la mort de Zied et Bouna, quel changement dans les banlieues françaises? Les politiques publiques à destination de ces quartiers sont-elles efficaces? Les quartiers populaires sont-ils sortis de l'état d'urgence? 3 invités pour ce débat. Driss Etazaoui, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Association des maires, villes et banlieues de France et vice-président de l'agglomération d'Évreux en charge de la politique de la ville et de la sécurité et président du MODEM de l'Eure, du département de l'Eure. Selon vous, la politique de la ville a permis d'amorcer un rééquilibrage entre les territoires, mais beaucoup de sujets n'ont pas été traités dans les quartiers, notamment au niveau social. À côté de vous, Fabien Truong, bonsoir. Sociologue, spécialiste des quartiers populaires et de la jeunesse. Vous enseignez à Paris 8, vous avez coécrit avec Jérôme Truc Grands ensembles parus à la découverte. Selon vous, quand on parle de jeunesse de banlieue aujourd'hui, c'est presque toujours de manière plutôt négative. On oublie par exemple que pendant le Covid, ce sont les habitants de ces quartiers qui ont pour la plupart permis au pays de fonctionner, ceux qu'on appelait d'ailleurs les premiers de cordée, n'est-ce pas ? Voilà. Et à côté de vous, Nassira El Moadem, bonsoir. Journaliste à Arrêt sur Image, vous avez été directrice et rédactrice en chef du Bondi Blog, créé en novembre 2005, il y a 20 ans précisément. Selon vous, ce qui manque avant tout au quartier populaire, c'est le fait de respecter les gens qui y habitent. Quand on va en banlieue, en tant que journaliste, ajoutez-vous, c'est la première chose que nous disent les gens. Et on démarre avec l'hommage du jour, oui, Benjamin. Cet arbre planté en mémoire de Zied Benna et Bouna Traoré à proximité du collège où ils étaient scolarisés à Clichy-sous-Bois. Un ginkgo, dit arbre de vie, et cette inscription, regardez, que sa force et sa longévité rappellent nos enfants éternellement présents dans nos cœurs. Driss Etazaoui, quel souvenir personnel vous gardez-vous de ces émeutes, d'abord du 27 octobre et des 3 semaines qui ont suivi ? Le 27 octobre, j'étais à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, qui est un quartier prioritaire, un quartier classé en politique de la ville. Le maire de l'époque était Jean-Louis Debré. Je n'étais pas encore en responsabilité et Évreux a été l'une des communes les plus touchées dans ces émeutes, avec un couvre-feu qui était un couvre-feu généralisé. Évreux a été mis sous cloche, avec des hélicoptères qui tournaient au-dessus de la tête des habitants. Et le sentiment que nous en avions le lendemain, le surlendemain et les jours qui ont suivi, était un sentiment de tristesse, de désolation, de désillusion aussi, parfois de découragement, puisque sur ces territoires-là, Évreux venait de bénéficier d'une importante opération de renouvellement urbain, donc des moyens importants, et le lendemain ou le surlendemain, toute l'énergie que vous avez consentie à reconstruire ce quartier, en faire un territoire de droit commun, sur l'action d'une soirée, tout ce que vous avez consenti était peu ou prou dévasté. Fabien Truong, il faut parler d'émeute ou de révolte, ou les deux? C'est sûr que quand on parle d'émeute, ça tend un petit peu peut-être à dépolitiser ces accès de colère, de rage.
Or, Si on parle de révolte, c'est révolte contre qui ou contre quoi? voilà, A contrario. ce qui est un petit peu ambigu justement quand on brûle des voitures, c'est qu'il n'y a pas un message qui est clair, mais par contre ce qui n'est pas ambigu, c'est quand ça se répète et que c'est en fait dans tous les quartiers populaires où finalement il y a eu une identification de la part des jeunes garçons à ce qui est arrivé à Ziad et Bouna, donc avec ce sentiment en fait que ça aurait pu être moi. Voilà, on n'est pas sur du fait divers, en fait, on est sur, un sociologue dirait un fait social, quelque chose qui se répète et qui est lié finalement à la manière dont ces quartiers sont policés. Et c'est là, en fait, avec la forme de l'émeute, qui a à la fois la dimension, je dirais, affectuelle, émotionnelle, qui ressort, parce qu'en fait, ces contrôles humiliants, ils touchent en fait la chair et la dignité, en fait, de beaucoup de jeunes. Et en même temps, c'est politique au sens où ça se répète et c'est un fait social généralisé et qui est lié aux politiques publiques en fait. Oui. Nassira El Moadem, sur l'image des médias qu'ont eu les médias de la banlieue, est-ce que ça a changé à ce moment-là ou pas depuis lors? Ce qui a tristement changé, c'est qu'on ne va plus en banlieue. Ou alors on y va pour chercher des choses de banlieue, c'est-à-dire des choses que l'on considère que dans l'imaginaire comme étant des choses Spécifiques à la banlieue. Spécifiques à la banlieue, c'est ça. Et donc, insécurité, pauvreté. beaucoup autour effectivement de la délinquance. Beaucoup autour des questions liées à l'islam, aux musulmans. Et donc, dès qu'il s'agit de pouvoir représenter médiatiquement ces sujets-là, les médias vont avoir tendance à envoyer des journalistes pour pouvoir raconter ces sujets-là à travers ces biais-là. Or, les banlieues, c'est aussi tout le quotidien. C'est, Idriss Etazaoui en parlera évidemment mieux que moi, mais c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les services publics qui abandonnent les territoires, c'est la question évidemment de l'habitat, tout ça. Et donc tous ces sujets-là, mine de rien, qui constituent le quotidien de tous ces habitants, de millions d'habitants, hein. On ne parle pas juste de milliers d'habitants autour de l'Île-de-France, on parle de millions d'habitants autour de toutes les grandes villes, et y compris aussi des quartiers populaires dans les zones périurbaines, voire des zones rurales. Moi, je viens du Loir-et-Cher, à Romorantin, on a des quartiers populaires. Et donc du coup, toutes ces questions-là, elles sont complètement mises de côté. Or, quand vous interrogez des jeunes lycéens, et moi je l'ai fait à de nombreuses reprises lorsque j'étais sur le terrain, en fait, quand ils pour nous le posent des Bondi-Blog, questions, c'est ça, pour le Bondi-Blog ou pour ailleurs, créé à la qu'est-ce qu'ils suite nous des disent émeutes. Exactement, qu'est-ce qu'ils nous disent? En fait, on n'a pas d'espoir, on n'a pas de... Parcoursup, c'est compliqué, notre lycée est en train de tomber en ruine. Enfin, le nombre de reportages qu'on a pu faire, notamment en Île-de-France. J'ai par exemple en tête le lycée Mozart au Blanc-Ménil ou d'autres lycées qui sont en décrépitude. Enfin, c'est ça les sujets en réalité de banlieue et pas la question des faits divers ou la question de la délinquance. On a entendu Jacques Chirac à juste titre qui parlait des enfants de la République. J'ajoute juste que Dominique de Villepin était Premier ministre à l'époque. Il nous avait quand même dit, lui et Nicolas Sarkozy, que Ziad Benna et Bouna Traoré étaient partis sur le chantier pour cambrioler. Enfin, ça, on ne l'a pas oublié. Le Premier ministre, il a fait son mea culpa. Il a fait son mea culpa, mais c'est resté dans la tête de beaucoup d'habitants. Mais Idriss Etazaoui, est-ce qu'il y a toujours une image déformée de la banlieue, pour vous, pas aussi déformée qu'il y avait il y a 20 ans, ou ça a changé tout de même? Je rejoins naturellement Nassera sur ce qu'elle dit, l'analyse qu'elle fait de la manière dont les médias, et en particulier les médias mainstream, s'emparent des territoires populaires, entre l'hypermédiatisation de la réussite d'un côté, l'hypermédiatisation de l'échec de l'autre côté. Vous avez au milieu 6 millions d'habitants sur les 1500 quartiers de la politique de la ville qui ne demandent qu'une chose, c'est le droit à la banalité, le droit à la normalité. Et ce sont les premiers à souffrir. Alors, quand on parlait du quartier de la Madeleine tout à l'heure, les premiers à être désespérés, c'était les 13 000 habitants du quartier de la Madeleine, qui voyaient chez nous à Évreux. Donc la réussite d'un côté, nous on a eu Ousmane Dembélé qui a eu le ballon d'or, qui vient du quartier de la Madeleine. C'est génial, on fait le focus, les caméras sont dessus, etc. Mais c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière ça, vous avez une foultitude de jeunes qui s'en sortent très bien. Et de l'autre côté, vous avez l'échec, et on parle des émeutes à juste titre. Au milieu, on a nos habitants qui sont les premières victimes. Alors, on va revenir à Clichy-sous-Bois, mais aujourd'hui, en 2025, 30 000 habitants. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans, Fanny? Eh bien, aujourd'hui, les grues et les pelleteuses sont partout. Je cite nos confrères de Libération qui se sont rendus sur place. Les quartiers rénovés montrent, je cite de nouveau, un nouveau visage. C'est ce qu'expliquent les reporters de France Info. La moitié de la ville est encore en plein renouvellement urbain. 1300 logements vétustes doivent être détruits, notamment dans le quartier d'où sont parties les émeutes en 2005, le Chêne Pointu. 1500
500 doivent être construits. Des centaines de millions d'euros ont été investis. Les Clichois ont désormais leur propre commissariat, des écoles rénovées, une piscine et même un conservatoire de musique flambant neuf. Quant au transport, là aussi, il y a du mieux. La ville est désormais desservie par un tramway et bientôt également par la ligne 16 du métro avec l'arrivée du Grand Paris. Ce n'est pas suffisant, cela dit, d'après le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein. La ville est toujours enclavée. Il faut 1h30 pour rejoindre la capitale qui se trouve pourtant à seulement une quinzaine de kilomètres. Et Clichy-sous-Bois est aussi, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, la 3e commune la plus pauvre de France métropolitaine avec un taux de pauvreté de 42%. Il reste donc beaucoup à faire, même s'il y a eu des avancées. Fabien Truong, est-ce que Clichy-sous-Bois, c'est l'illustration de ce qui se passe dans l'ensemble des banlieues en France ? Oui, en fait, et pour rebondir sur ce qui a été dit à côté de moi, en fait, quand on a ce focus sur le fait divers, ce qu'on ne voit pas finalement, c'est la mobilité et la mobilité de la vie. Et les quartiers populaires, en fait, ce sont les quartiers et les territoires les plus mobiles. Et ils sont mobiles au moins à 2 niveaux. Un premier niveau, c'est-à-dire que ce sont des zones où on a des réservoirs de travailleurs pauvres, en fait, et qui sont dans une relation de service vis-à-vis des centres et des hypercentres urbains. Vous l'avez mentionné, moi j'ai enquêté avec Jérôme Truc pendant 10 ans dans la ville de Grigny, qui est dite la ville la plus pauvre de France. Bon, on dirait des concours un petit peu bizarres en termes de statistiques socio-économiques, mais qu'est-ce que vous voyez ? Prenez par exemple le RER très tôt le matin, vous allez voir qu'il est plein, et ce sont les personnes qui vont aller nettoyer les bâtiments, sortir les poubelles. La logistique, par exemple, c'est la nouvelle condition ouvrière. Toutes ces personnes-là vivent dans les quartiers populaires. Donc déjà, on n'a pas le ghetto immobile. Ces personnes sont connectées dans la vie ordinaire. Mais il faut aller aussi plus loin quand on regarde la temporalité longue. Dans la temporalité longue, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les quartiers populaires sont des sas et des nas. Et donc, en fait, ça, c'est des nas. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une très forte petite mobilité sociale, pas spectaculaire, c'est pas Ousmane Dembélé, mais qui se traduit par finalement, au long cours, une forte mobilité résidentielle. Par exemple, dans la ville de Grigny, en enquêtant 10 ans, qu'est-ce qu'on voit ? Au bout de 10 ans, plus de la moitié de la population a changé. Ça, c'est extraordinaire. Et juste pour terminer, si les quartiers populaires restent pauvres et sont de plus en plus pauvres, et s'il y a de plus en plus de violences structurelles, c'est pas parce qu'il y a une stagnation, c'est la conséquence de ce dynamisme. C'est les personnes qui se stabilisent économiquement et socialement, qui partent, qui sont remplacées par des personnes plus pauvres, plus précaires, et il y a une mécanique, en fait, mais qui est liée à une dynamique démographique. C'est ça, c'est la paupérisation qui est un cercle vicieux de la banlieue, vous diriez, Nassira oui et non. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, on a tout l'attrait immobilier, l'attractivité immobilière autour du Grand Paris Express notamment, qui fait qu'un certain nombre de quartiers populaires qui étaient très pauvres il y a quelques années le sont peut-être un peu moins. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a repoussé aussi un certain nombre d'habitants qui aujourd'hui n'habitent plus dans la petite ou moyenne couronne, mais qui habitent beaucoup plus loin. Donc ils retrouvent une mixité. Comment ? Vous direz qu'ils retrouvent une mixité sociale. Alors, je ne sais pas si elle retrouve une mixité sociale, je ne sais pas d'ailleurs si elle a vraiment existé, cette mixité sociale, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Et les perdants, c'est aussi ceux qui sont du coup repoussés. Et la question de la dynamique et la question des mobilités aussi dans les quartiers populaires, elle doit aussi s'interroger à l'aune de tous ceux qu'on a repoussés en dehors de ces frontières-là et qui désormais sont encore beaucoup plus éloignés que les 15 kilomètres de Clichy-sous-Bois à l'égard de Paris. Et ça, c'est, je trouve, un angle mort politique de ces dernières années. Oui, afin que vos téléspectateurs nous comprennent bien, parce que c'est un sujet important. Vous mettez le doigt sur un sujet éminemment important où il s'agit de dire, contrairement à ce que nous disent les gens, l'impression qu'on met des millions dans ces quartiers, dans ces territoires, et puis finalement, rien ne bouge, rien ne se passe, etc. Vous avez raison, tous les 3 ans, vous avez les bailleurs sociaux qui sortent leur enquête de peuplement. Et dans l'enquête de peuplement que nous font les bailleurs, ils nous disent que 20% des personnes, tous les ans, quittent ces territoires. Ils vont mieux. Question de parcours résidentiel, ils ont trouvé un boulot, la famille s'agrandit, etc. Sauf qu'ils sont remplacés par de nouvelles populations qui arrivent, qui sont encore plus en difficulté que celles qui partent. Ça, c'est le premier sujet. Quand on dit que rien ne change, c'est faux aussi, parce que si effectivement, aujourd'hui, ce ne sont pas les élus locaux qui décident que les quartiers sont classés en quartiers politiques de la ville, c'est le législateur. Et il se base sur quoi ? Sur la concentration de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont très pauvres,
une personne sur deux, un foyer sur deux est en deçà, Sous le seuil de du pauvreté. seuil de pauvreté sur ces territoires. Donc ce sont des territoires qui sont en grande paupérisation. Mais à côté de ça, les gens vont pas très bien, parce qu'effectivement, il y a les discriminations, 3 fois plus de chômeurs qu'ailleurs, etc. Le problème de l'insécurité. Donc les gens ne vont pas très bien, mais à côté de ça, ce qui est assez paradoxal, c'est que le cadre de vie, le cadre de vie, vous l'avez montré, à Évreux comme à Grigny ou comme à Clichy, change grâce aux opérations de renouvellement urbain. Réhabilitation, déconstruction, résidentialisation, nouveaux équipements, un petit peu plus de services publics, c'est pas assez, mais on est plutôt sur la bonne trajectoire. Et donc, je suis élu local et j'ai des raisons d'espérer. Vous allez réagir, mais pour du grain à moudre pour le débat, une archive à propos des plans pour la banlieue. Il y en a eu énormément, il y en a eu des dizaines. On va se concentrer sur celui présenté par Jean-Louis Borloo. C'était en avril 2018. Il devait changer fondamentalement la donne. C'est notre archive du jour. C'est un rapport alarmant que Jean-Louis Borloo a remis ce matin à Édouard Philippe. L'ancien ministre de la Ville dénonce un scandale absolu dans des banlieues à l'abandon. Pour lui, il faut agir maintenant. Il faut qu'on réattribue nos richesses, nos moyens humains. C'est relancer cette rénovation urbaine qui avait métamorphosé une partie des quartiers, mais qui est à l'arrêt. Dans son plan de bataille pour les banlieues, 19 recommandations, parmi lesquelles la création d'un fonds de 5 milliards d'euros pour changer la donne dans les quartiers prioritaires. Ce plan Borloo est considéré comme celui de la dernière chance, car depuis 40 ans, une dizaine de plans banlieues ont été lancés avec plus ou moins de succès. Fabien Truong, un plan qui n'a pas vu le jour, mais est-ce que c'était un plan de plus ou un rendez-vous manqué pour vous, réellement ? Je crois que pour beaucoup de maires, ça a été beaucoup dit à l'époque, c'était un rendez-vous manqué. Mais juste pour rebondir sur ce qu'on a dit aussi, on voit bien que même le terme banlieue, il est un petit peu problématique parce que finalement, quand je parlais de mobilité tout à l'heure, c'est la question des mobilités subies, contraintes et des mobilités désirées. Parce que dans les villes de quartiers populaires qui se gentrifient, là on va parler peut-être de villes comme Pantin, Aubervilliers, qui sont proches de Paris, où il y a un métro qui est accessible et donc du coup où il devient désirable pour des familles de classe moyenne ou moyenne supérieure de rester proches de Paris. Quand je parlais de Grigny, c'est 3 quarts d'heure de RER. Et puis, quand je dis Grigny, il y a Grigny 2, la Grande Borne. C'est 2 quartiers différents. Grigny 2 est proche du RER, la Grande Borne, vous devez marcher 1,5 km avant d'arriver à la gare. Donc, vous voyez, c'est cette question-là. Donc, même la banlieue, entre la banlieue très proche et la banlieue très éloignée, on retrouve ces problématiques-là. Et ça veut dire que les quartiers populaires, c'est aussi symptomatique, au fond, des inégalités sociales dans l'ensemble de la société. C'est le cas des autres métropoles, pas que Paris, c'est le cas aussi à Lyon ou d'autres métropoles françaises. Nassir El Mouadem, il faut revenir quand même sur la peur de la police. C'est à l'origine quand même de ce qui s'est passé en 2005. Est-ce que de ce point de vue, vous diriez que les choses ont évolué ou pas ? Est-ce qu'il y a toujours ce sentiment de crainte de la police ? Est-ce que l'insécurité est un sujet dominant ou pas en banlieue aujourd'hui ? Et les rapports avec la police ? Alors du coup, l'insécurité vis-à-vis de la police ? Oui. C'est ça. Alors là, non. 2 questions différentes. D'abord, sur la police, les liens entre police et citoyens, comment il est aujourd'hui ? Et est-ce que l'insécurité reste pour l'ensemble des habitants un sujet ? Je l'ai dit sous forme de blague, mais en fait, ce n'est pas une blague. Je pense qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité vis-à-vis de la police et qui n'est pas un sentiment d'ailleurs, parce que tout ça est tout à fait documenté, y compris par les universitaires, pas uniquement par les témoignages des gens. Tout ça se recoupe. Et donc oui, il y a beaucoup plus de malchance d'être contrôlé avec des contrôles aux faciès, absolument, avec des contrôles qui se terminent mal dans les quartiers populaires, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles qui concentrent beaucoup d'habitants, qu'ailleurs. Ça, voilà, je pense que tout le monde maintenant le sait, donc ce n'est pas qu'une question de sentiment. Et c'est là où il y a aussi des narcos bandits qui métastasient les banlieues ou les villes de banlieue. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour. C'est pas un des sujets aussi de l'insécurité pour ceux qui vivent dans ces endroits, en tout cas, c'est pas le sujet du jour, puisque là, on est quand même réunis pour la question de l'hommage à Ziad Benna et Bouna Traoré. Évidemment, mais on peut extrapoler. Oui, bien sûr. Mais moi, ça me semble très important, justement, de ne pas faire l'amalgame et de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que, pour moi, ce sont vraiment des sujets différents. Évidemment qu'il faut combattre, questionner ce sujet-là, y compris dans les politiques publiques. Mais quand on parle de peur, on parle de mamans qui, tous les matins, ont la boule au ventre de voir leurs enfants arrêtés et pouvoir être, par exemple, victimes de violences policières. On n'est pas dans le sentiment, on est vraiment dans quelque chose de très, très concret qui, du coup,
sur le terrain. Oui. fondent le quotidien de millions d'habitants. Driss El Azaoui, sur ce propos point. un petit peu plus nuancé que celle de mon ami Nacera. Il n'y a pas très longtemps, il y a un mal français qui est celui de l'essentialisation. On souffre d'essentialiser, on manque de complexité, on manque de nuances. Et que ce soit du côté de la police ou que ce soit du côté de la population. On a fait une enquête IFOP il n'y a pas longtemps. On travaille avec Michel Fournier, qui est aujourd'hui devenu ministre de la Ruralité, mais avant ça, qui était président de l'Association des maires ruraux de France, non pas pour réconcilier les banlieues et les villages, les bourgs et les cités, mais davantage pour aller chercher les points communs, et les convergences de points de vue, les enjeux collectifs, ce sur quoi nous pouvons travailler pour mieux nous rassembler avec Michel Fournier. Et nous avons lancé une étude IFOP, et nous avons interrogé les gens de banlieue. Et le premier sujet qui revient, justement, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, c'est nous avons besoin de plus de police. Une police mieux formée. Parce que nous craignons l'insécurité. La première insécurité, c'est celle de la voyoucratie. C'est celle du narcotrafic. Et quand vous êtes élu local, vous en recevez des coups de fil, vous en donnez des audiences, parce que les gens, finalement, ne se sentent pas en sécurité. Entre la cage d'escalier, où est-ce que les gamins ne veulent pas bouger, et ça crée de l'incivilité, et le point de deal en face de la rue, à côté de l'école, où j'emmène mes gamins, on a des situations qui sont quand même des situations dramatiques et qu'il faut dénoncer. Enfin, on ne peut pas dire qu'on a des quartiers prioritaires et qui méritent et qui nécessitent une intervention accrue de la puissance publique, et en même temps se voiler la face sur les difficultés qui rongent notre quartier, et en particulier le narcotrafic. Mais je termine là-dessus en disant que dans la police, comme chez nos habitants, il ne faut pas essentialiser. Dans la police, on a des gens qui sont formidables, qui font très bien leur boulot. Malheureusement, on en a quelques-uns qui jettent l'opprobre sur la profession, voilà, et qui remettent en cause l'État a la été dignité, condamné, etc. L'État a été condamné pour les contrôles aux faciès. Oui, mais je systématiques. ne peux pas dire que toute la police, notre police est une police républicaine. C'est pas ça, c'est il y en de a dire qu'il y a un probablement certains qui se comportent mal. système Mais de la même manière qu'il ne faut pas essentialiser sur nos quartiers, les populations, mais juste de rappeler, Driss El Azaoui, que l'État a été condamné par la justice pour des contrôles aux faciès systématiques, c'est bien que c'est par la Cour européenne. C'est le système. Par la Cour européenne. Et ça veut dire que c'est bien le système qui conduit à cela. Et donc, effectivement, la question de la formation des policiers, etc. Fabien Truong, sur ce point, est-ce que, sur vos études, est-ce que c'est aussi ce sentiment d'insécurité ou cette insécurité réelle qui vient gâcher le quotidien ou pas principalement ? Mais je pense en fait que mes deux interlocuteurs ont raison en fait et que on peut regarder les choses. Triste. C'est vous qui êtes au modèle central. Qu'est-ce que je veux dire par là Si on veut une police qui soit au service de la population, c'est parce qu'en fait, des violences structurelles dans les quartiers populaires, il y en a beaucoup et elles sont liées à la concentration de pauvreté et de précarité. Et la question du narcotrafic, c'est une vraie question. Mais il faut une police qui ait du temps, qui connaisse la population, qui connaisse le quartier. C'est le temps de l'enquête et le temps du service à la population. Et donc ça veut dire un rapport à la police tout à fait particulier qui n'existe pas. C'est-à-dire la police de proximité qui existe. Tout à fait. Il y a on a ironisé sur la police de proximité en disant que c'était jouer au football. Non, ça veut dire connaître la population, connaître ses besoins, connaître qui est en souffrance, qui deal, qui ne deal pas, sachant que les personnes qui deal, c'est une petite minorité. Fondamental. Pour vous, c'est fondamental. En fait, c'est essentiel, mais même si vous discutez avec des policiers, ils vous diront la même chose. C'est le temps du travail, en fait. Sauf que la police a été prise en otage par le politique, qui cherche à montrer les muscles vis-à-vis des personnes qui n'habitent pas dans les quartiers populaires, pour mettre en scène une figure de l'ordre et de l'autoritarisme à travers des raids indifférenciés qui vont cibler toute une partie de la population. Mais ça, c'est vraiment... Il y a une prise d'otage, en fait, en réalité. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir.